Marine Noré est une athlète épanouie et pleine de vie qui se prépare à être coach mental. Mais pour en arriver là, elle a dû se battre. Elle a dû lutter contre son père, s'échapper du harcèlement qu'elle a subi au collège, et enfin, elle a dû affronter un terrible fléau qui touche particulièrement les adolescents, l'anorexie. Dans cette interview, on a découvert une jeune femme pleine de maturité et de bon sens, et nous allons ensemble vous raconter son histoire, en se concentrant particulièrement sur les liens qu'elle entretient avec le sport, son meilleur allié pour se reconstruire. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse entrer dans la tête de Marine Noré. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque semaine, venez discuter sport, entraînement et psychologie du coureur avec deux passionnés qui le vivent au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview. Aujourd'hui, on vous propose de passer un bel instant avec une jeune femme qui a su surmonter un nombre incroyable d'épreuves alors qu'elle n'a que 23 ans, il me semble. Il s'agit de Marine Noré. Marine, bonjour, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Comment vas-tu ? Bonjour, enchantée. Je vais très bien, je vous remercie. J'espère que vous allez bien également tous les deux. Bah écoute, ça va très bien. On va poser la question aussi à Fred. Je ne sais pas si on est encore obligé de le présenter. Fred, entraîneur du groupe élite au Stade Français Athlétisme et co-animateur du podcast. Fred, toi aussi, ça va bien ? Écoute, moi ça va très bien Guillaume, je suis ravi de te retrouver, mais je suis désolé, je veux pas te vexer, je suis encore plus ravi de retrouver Marine ce soir, parce qu'en fait au-delà d'un parcours aux normes que j'ai découvert à travers son ouvrage Ma victoire contre l'anorexie, j'ai énormément de questions à poser à Marine, d'autant plus comme entraîneur, car j'ai été personnellement confronté à des cas similaires à ce qu'elle a vécu, elle nous le racontera, donc je vais pas en dire beaucoup plus, et je suis sûr que parmi toutes les personnes qui nous écoutent, malheureusement, il y en a également qui ont été confrontés à ces situations-là. Et pour être honnête, qu'on est étranger à cette problématique, on n'en comprend pas forcément tous les ressorts et on n'a peut-être pas forcément, je dirais, la bonne attitude ou la bonne réaction ou les bons réflexes. Et vraiment, je pense que ça va être un échange vraiment utile et constructif pour beaucoup de monde, notamment dans le monde de la course à pied. Marine, c'est vrai on va avoir beaucoup de questions à te poser, mais on va commencer l'interview en étant poli et en te présentant. Tu es quelqu'un de très hyperactive et tu es aussi pas mal présente sur les réseaux sociaux. Mais parmi nos auditeurs, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas encore. Alors, comment est-ce que tu te présenterais à eux ? Alors, tout d'abord, j'ai 21 ans et pas 23 ans. Vous m'avez un peu vieilli sur le coup, mais c'est avec aucun problème. Ça a été très dur de trouver ta date de naissance, Marine. J'y ai passé beaucoup de temps et en fait, la seule information que j'ai trouvée, c'est sur le site de ton éditeur qui, il me semble, disait que tu avais 22 ans. Et je t'ai rajouté une année en fait parce que je me suis dit que ça datait un peu et que voilà, j'ai fait à la louche. Désolé, je me suis planté. Enfin, j'ai 22 ans, Okay. Oui, je vais sur mes 22 ans. Mais en tout cas, avec grand plaisir pour me présenter. Donc, effectivement, je suis assez active sur les réseaux, mais j'ai du mal à considérer ça comme... pour moi, c'est plus un hobby qui m'a servi, on va dire, depuis ma sortie d'hôpital. C'est-à-dire que j'ai créé mon compte Instagram le jour de ma sortie. Et à côté de ça, donc, j'ai fait des études en STAPS. Donc, j'ai été étudiante en STAPS pendant 4 ans. Pour finir cette année sur 1 an d'école privée en préparation mentale. Et je suis actuellement diplômée demain. Eh ben bravo. Merci. Et à côté de ça, triathlète accompli et passionnée depuis maintenant 4 ans et athlète en athlétisme donc depuis presque maintenant 6 ans. Alors Marine, quand on t'écoute, tu sembles aujourd'hui avoir beaucoup d'assurance, mais ça n'a pas toujours été le cas, notamment dans l'enfance, et ça me permet de faire un petit point. Beaucoup de gens pensent que la confiance en soi est quelque chose de génétique, mais c'est pas du tout le cas. En fait, on est avec un capital plutôt neutre, et ce sont les relations notamment avec nos parents, l'environnement amical, scolaire, qui développent ou au contraire détériorise ce capital confiance qu'on a tous au début. Toi, est-ce que tu estimes que tu as eu une enfance, alors entre guillemets, normale et qui t'a permis justement de développer cette confiance en toi ? Oui, on va dire dans les normes, ce que j'imagine, Voilà. on imagine d'une construction d'une enfant ou d'une adolescente, entre guillemets, comme tout le monde. Exactement. Disons que j'ai jamais réellement été dans les normes, si on peut les appeler comme ça, dès ma plus jeune enfance, avec un papa assez violent qui m'a de suite obligée à grandir, qui m'a considérée comme une femme beaucoup trop tôt.
Donc ça a été déjà une enfance compliquée où on m'a répété tous les jours, t'es personne, de toute façon personne ne voudra jamais de toi. Donc c'est vrai que ça a été une construction assez compliquée et ça a été amplifié par la suite avec le corps qui change, l'adolescence et le fait de prendre du poids, comme je pense pas mal d'adolescents à qui ça peut arriver en fait. Ça peut tous nous arriver à la puberté, quand on grandit, quand on vieillit, et c'est vrai que le regard des autres à l'adolescence c'est extrêmement important et peut être assez destructeur. Et c'est vrai que j'ai été pas mal confrontée à du harcèlement scolaire quand j'étais au collège, à des critiques, à des grosses vaches, dégage, t'es la grosse du groupe. Enfin, c'est vrai que ça a été compliqué de grandir en me disant je ne plais pas aux autres, mon corps est moche, le regard des autres ne me plaisait pas. À côté de ça, c'est vrai que j'ai eu aussi une maman qui était très difficile avec elle-même, c'est-à-dire on parle de l'adolescence et du rapport au corps compliqué, mais c'est vrai que la femme, de manière générale, a un rapport au corps aussi qui n'est pas toujours facile. Et ma mère, je l'ai toujours vue au régime, je l'ai toujours vue faire attention. Donc pour moi, dans ma tête, c'était la femme ou même la jeune fille elle doit toujours faire attention à son apparence, à son image, au regard des autres, à ce que les autres peuvent penser. Et c'est vrai que du coup, ça a été difficile d'évoluer et de grandir dans des conditions comme ça. Mais du coup, on comprend bien avec ce que tu nous dis que les faits, c'est-à-dire là, des paroles, des actes qui t'ont affecté et impacté ton rapport à toi-même, ils ont été multiples, hein, parce que tu as parlé de l'environnement familial, scolaire, amical. Moi qui ai lu ton ouvrage, on va pas trop en dire parce on va pas spoiler comme on dit, mais il y a aussi des dimensions de relations amoureuses qui sont intervenues. On a donc le sentiment qu'il y a une accumulation, une addition d'éléments à l'origine vraiment d'une dégradation petit à petit de la situation, de ton rapport à toi-même. Mais du coup, quel a été l'élément déclencheur qui t'a amené à un point de non-retour et qui t'a fait totalement basculer, si on peut dire comme ça? Je pense que d'une part, j'étais sportive donc pendant longtemps. Je faisais du handball pendant presque 10 ans en club. J'ai arrêté et j'ai pris du poids très rapidement pour passer de 50 kilos à 70 en presque 2-3 ans. Et ce qui a été vraiment, on va dire, l'élément déclencheur, ça a été une rencontre effectivement amoureuse où la personne m'a clairement quittée en me disant j'ai honte, tu me fais honte, donc tu es trop grosse. Et c'est vrai que dans ma tête, ça a été la claque pour me dire je dois changer, je dois maigrir. Mais du coup, pas forcément de la bonne manière. Et ça a été des relations amoureuses, je pense, qui ont été vraiment les éléments déclencheurs. On imagine que ça doit être quelque chose de très violent à entendre. Et à ce moment-là, est-ce que tu étais déjà en surpoids ou c'était plutôt des petites rondeurs Je n'aime pas forcément dire surpoids dans le sens où je considère que à mes yeux, c'était du surpoids. Je mesurais 1m50, 1m60, donc pour 70 kilos. Donc c'est vrai que j'avais des rondeurs mais qui, aux yeux de ma famille, par exemple, n'étaient pas forcément non plus extrêmement dérangeantes, mais dans les yeux et dans les dires de quelqu'un, moi, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait un problème et qu'il fallait que ça change. Mais face à des propos aussi dévalorisants d'une personne qui, en plus, est censée t'aimer, comment est-ce qu'on réagit à ça, en fait? Est-ce que tu t'es remis en question? Tu t'es dit, il faut que je fasse du sport, il faut que je perde du poids? Comment est-ce qu'on encaisse ça? Eh bien, ça a été vraiment une énorme remise en question. Je pense une très grosse claque qui m'a fait beaucoup souffrir, où je me suis dit, plus jamais on ne me dira ça. Dans ma tête, c'était plus jamais je vais entendre le mot tu es trop grosse. Et il fallait que je prouve aux gens que c'était pas le cas. Donc non, c'était vraiment une grosse claque. Et puis en plus, ce qui est dingue dans ce que tu nous racontes, c'est que finalement, lui, savait pas forcément. Enfin, il t'avait choisi, il t'avait aimé, mais c'était plutôt par rapport à ses amis et sa maman. Et sa maman, ouais. On en revient au regard des autres, en fait. Il avait honte du regard des autres. Et ça a influé sur son choix à lui, ce qui est dommage. C'est dommage et surtout pas très courageux. Mais du coup, toi, à partir de cet instant, comment est-ce que tu as géré ça? L'erreur, ça a été si je peux dire erreur aujourd'hui avec du recul, ça a été... Je suis tombée malade en parallèle de ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais malade comme tout le monde peut tomber malade au quotidien. Et j'ai vite compris qu'en fait, lorsque je vomissais, donc j'avais une gastro, je perdais du poids rapidement. Ce qui est normal. Le problème, c'est que moi, je l'ai compris et je l'ai vu comme un outil, entre guillemets, pour me faire perdre du poids. C'est-à-dire que j'ai commencé doucement à voir que j'étais capable de me faire vomir. Donc, je me faisais vomir en cachette tous les soirs. Ça permettait aussi à ma famille de ne pas voir que je tombais dans quelque chose de malsain et dans un cercle vicieux dangereux. Et je me suis fait vomir comme ça tous les soirs pendant presque 8 mois. Et c'est ce qui m'a fait perdre l'équivalent, donc du coup, au début de 20 kilos très, très rapidement.
Et à cet instant, est-ce que tu étais capable de mesurer les dangers et les risques de cette pratique? Est-ce que tu as tout de suite compris que tu allais rentrer dans un cercle vicieux ou au contraire non, tu te rassurais en te disant je garde le contrôle, c'est moi qui ai le lead sur ça? C'est exactement ça. C'était exactement ça. C'est-à-dire que dans ma tête, je me disais, j'ai le contrôle, ça durera pas, je saurai m'arrêter. Comme quelqu'un qui tombe un peu dans une drogue et qui dit de toute façon, je le contrôle et si demain je veux arrêter, je peux arrêter. Sauf que la réalité, c'est que je le voyais bien que lorsque, par exemple, j'étais confrontée à des voyages ou des week-ends où je ne pouvais pas me faire vomir, j'en devenais dingue. Et c'est là que j'ai compris que j'étais. Mais c'est vrai que je ne m'en rendais pas forcément compte que ça devenait presque une obsession et une addiction en fait. C'est quasiment un pacte avec le diable que tu as fait et il n'y a pas de point de non-retour finalement. Tu t'es pas dit ça y est, j'ai atteint le poids que je voulais et maintenant je peux reprendre une vie normale. Et d'ailleurs, est-ce que finalement tu étais satisfaite? Est-ce que tu étais contente quand tu te regardais dans le miroir? Tu t'es dit ça y est, je suis bien, il faut que j'arrête? Je pense que j'ai vraiment souffert de dysmorphophobie, c'est-à-dire que je ne me voyais pas comme j'étais. Je me voyais pas, j'avais l'impression qu'il fallait toujours plus maigrir. Au début, je m'étais dit quand j'atteindrais les 50 kilos, je m'arrête. Et puis en fait, il y avait ce jeu aussi de voir le chiffre descendre sur la balance et le fait que les gens, plus je maigrissais, plus les gens me regardaient, plus mes amis me complimentaient, plus ma famille me complimentait. Et du coup, j'avais l'impression que plus j'allais perdre du poids, plus les gens autour de moi allaient m'aimer. Et d'un autre côté, leur regard devenait de plus en plus positif, donc ça allait dans mon sens. Mais j'ai pas su m'arrêter, ça c'est sûr. Mais du coup, si je me rappelle bien hein, et si j'ai bien lu, il y a quand même une personne de ta famille qui a commencé à avoir des petites alertes. Mais du coup, c'est ta grand-mère, hein, si je me trompe pas, Exactement. qui a été la première à se dire, tiens, il se joue quelque chose de peut-être plus grave qu'une adolescente qui veut juste être mince, entre guillemets. Comment tu peux nous raconter comment tu as reçu dire ces premières remarques ou la première fois qu'elle a intervenu auprès de toi en disant il y a peut-être quelque chose dans lequel tu mets le pied dont il faut se méfier. Est-ce que tu as vu ça comme quelque chose de positif ou vraiment tu avais l'impression d'être découverte et que du coup, sauf qui peut, il faut se sauver la face? C'est un peu ça, c'était un peu sauf qu'il peut, c'est-à-dire que comme si elle avait levé le voile et moi je voulais pas en fait qu'on lève le voile. C'est-à-dire que à partir du moment où je considérais qu'on levait le voile, on allait m'arrêter en fait. Et moi je voulais pas qu'on m'arrête. Et c'est vrai que quand elle a commencé à mettre le mot, à dire attention, j'ai regardé sur internet, je regarde un peu ce que tu fais, tu me fais penser à une maladie, sans pour le moment mettre le mot anorexie parce qu'au début c'était pas le cas. Mais en tout cas, sur mes troubles du comportement alimentaire, elle a été la première à dire il y a un problème. Et moi, je l'ai vu comme une attaque. C'est-à-dire que j'ai fui plus qu'autre chose en me disant t'as tort, c'est pas vrai. Enfin, non, je me mentais à moi-même, ça c'est une certitude. Et tu avais un moment, à quel moment tu as eu le sentiment réellement que tu mettais la prise de conscience que tu mettais ta vie en danger? J'ai commencé à prendre conscience de ça le jour où je me suis fait vomir du sang. C'est-à-dire que c'est un jour où j'ai compris que j'étais plus capable de me faire vomir car ça me broyait le corps, entre guillemets. Et j'ai vomi du sang et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai compris que c'était grave. C'est-à-dire que là, j'avais été loin. Déjà, ça a été une première étape. Et ensuite, surtout quand je voyais le froid, en fait, j'avais froid tout le temps. Là, je me disais, c'est bizarre. Mon corps réagit bizarrement. Je ne connais pas ces sensations. J'étais faible, j'étais tout le temps fatiguée. Donc là, j'ai compris, oui, qu'il y avait peut-être un problème. Mais pour autant, ça ne m'empêchait pas de vouloir continuer. Ouais, c'est dingue parce que quand on vomit du sang, qu'on est tout le temps frigorifié, qu'on sent que le corps finalement il commence à lâcher, la réaction normale, si je peux dire, c'est de se dire là stop, j'arrête tout parce que sinon je vais y passer. Mais toi, tu n'as pas eu ce déclic-là. Absolument pas. C'est-à-dire que ça a été vraiment, en plus, peut-être aussi que c'était une manière d'appeler, enfin, de dire je suis là, j'existe. En fait, c'était, je sais pas. Avec du recul, je me dis que c'était aussi peut-être, j'avais besoin que mes parents s'occupent de moi, comme si pendant toute mon enfance, personne s'était occupé de moi, que mon père m'avait laissé. Enfin, peut-être c'était aussi une manière pour moi de retomber dans l'enfance en étant malade et je disais, c'était un peu, je voulais aller le plus loin possible pour qu'on puisse me remarquer. C'est comme un appel au secours en fait, c'est ça que tu... Exactement. Et du coup, ça t'a conduit à une hospitalisation qui finalement t'a sauvé la vie. Comment est-ce que tu as vécu ça et tes proches comment est-ce qu'ils ont vécu ça aussi de leur côté? Quel soutien ils t'ont apporté? C'est vrai que j'ai été hospitalisée donc, à 36 kilos donc, quand j'avais 17 ans. C'était compliqué. C'est-à-dire que pour ma mère particulièrement, ça a été une vraie déchirure. C'est-à-dire que elle a pris conscience réellement de ce qui se passait et de la maladie dont je souffrais. Parce que c'est la première fois qu'un médecin a mis, on va dire, le mot anorexie mentale sur mon cas.
Et ce qui a fait peur à ma famille au début, c'est quand le médecin leur a dit qu'une semaine de plus, 2 semaines de plus, j'y restais. Mon cœur battait à 32 battements par minute, ma température était extrêmement basse, mes reins, un de mes 2 reins avait lâché. Donc c'est vrai que ma famille, pour eux, ça a été très compliqué de devoir déjà me laisser dans un hôpital. Mais après, malgré tout, c'est vrai qu'ils venaient me voir très régulièrement. Ma mère venait me voir tous les jours. Enfin, je sais qu'ils ont été d'un soutien, surtout ma mère, oui, vraiment important. À côté de ça, mon frère et mon beau-père, eux, avaient du mal à comprendre. Pour eux, c'était... mon frère me répétait tout le temps, tu détruis notre famille, pourquoi tu manges pas? C'est simple, pourquoi tu manges pas? Donc c'est vrai qu'il n'y avait que ma mère qui arrivait potentiellement à comprendre ce qui pouvait m'arriver. Oui, oui, je pense qu'il y a une difficulté que tu exprimes très bien avec l'exemple de ton frère, c'est que des gens qui sont extérieurs et qui ne le vivent pas très concrètement et qui ont peut-être un rapport au corps qui est différent, ce qui peut être le cas souvent des hommes hein, par rapport aux jeunes femmes, c'est qu'on se dit mais il suffit juste de remanger en fait et puis tout va rentrer dans l'ordre alors que il ne s'agit pas que de ça et ça voilà et tu l'exprimes très bien. Mais du coup, donc il y a eu cette hospitalisation, on va dire qui t'a sauvé la vie dans un premier temps. Mais quand tu es sorti, est-ce que tu étais totalement sorti d'affaire ou ce n'était que le début de la reconstruction? Je pense que c'était que le début, c'est-à-dire que c'était aussi une façade. C'est-à-dire que l'hôpital m'a sauvé la vie, c'est une certitude, mais il n'y avait pas de suivi psychologique, c'était très limité et c'est vrai que on appelle ça anorexie mentale et c'est pour une bonne raison, c'est-à-dire que ça allait au-delà du simple fait de me faire remanger. Eux, ils m'ont renutri, mais le problème c'est que je suis sortie dans l'idée déjà moi de sortir, c'est-à-dire que je mangeais pour sortir, mais pas, je savais que c'était pas pour guérir, c'était plus pour rentrer très vite chez moi et sortir de l'hôpital. Mais du coup, je suis rentrée et j'ai perdu quasiment la totalité du poids que j'avais pris à l'hôpital. Et je savais que on repartait pour un tour, quoi, que c'était loin d'être gagné. Ok, et c'est là, il me semble que le sport va jouer un rôle, pareil, Que le sport est rentré en jeu, ouais. ouais, qu'il est rentré en jeu à double titre dans le fait de repratiquer du sport et d'avoir ce rêve d'intégrer STAPS. Mais ça, on y reviendra. Mais du coup, comme je disais en introduction, j'ai été confronté à ce type de situation en tant qu'entraîneur et je dois avouer hein, très, très humblement et honnêtement que je ne maîtrisais pas l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour avoir une approche efficace de la gestion du retour au sport dans une telle situation. Parce que juste pour que toutes les personnes qui nous écoutent comprennent, quand on maigrit dans des telles proportions que celles que tu as présentées, tomber à 36 kilos pour une jeune femme d'un mètre 60, c'est pas simplement perdre de la graisse, c'est un moment on perd notamment du muscle parce qu'on détruit littéralement du muscle. Dès lors, quand tu t'es remis au sport, il y a obligatoirement eu une phase de ce qu'on appellerait maintenant réathlétisation. Ça s'est passé comment concrètement? Je pense que ça a été assez progressif, c'est-à-dire que je ne me suis pas forcément remis tout de suite au sport à 38 kilos, ça c'est sûr. Ouais. Mais ma mère s'en est servie comme carotte, c'est-à-dire qu'elle savait que c'était quelque chose de très important pour moi et qu'avant l'hôpital, je l'avais utilisé plus pour me détruire. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la référence justement on va dire la vision entraîneur, parce qu'avant d'aller à l'hôpital, mon entraîneur, quand je venais à l'entraînement donc en athlée, je faisais pas mal de 800 mètres et lui, quand il m'a vu maigrir, il me disait « c'est bien, comme ça tu vas être plus rapide ». Et quand il a vu que j'étais, par exemple, assez faible, que je m'essoufflais de plus en plus, il me disait « ça va ? T'as des baisses de fer ?» Et en fait, il voyait pas qu'au-delà que c'était plus « non, je suis en train de tomber dans l'anorexie ». C'est vrai que pour un entraîneur, c'était compliqué parce qu'on sentait qu'il n'avait pas les bons outils, peut-être pas les bons mots, c'était peut-être maladroit, mais du coup, après mon hospitalisation, ça a été long. Ma mère n'a pas voulu que je retombe dans ce vice, justement, de l'athlétisme et a refusé d'ailleurs que je retourne en club, ce qui était d'ailleurs très bien. Mais elle s'est servie du sport, donc par exemple du vélo d'appartement, qui était un bon moyen justement de me réathlétiser. Comme carotte, c'était tu prends 3-4 kilos, tu pourras faire 20 minutes de vélo. Tu prends 5 kilos, tu pourras faire 1 heure par semaine. Et en fait, au fil du temps, elle s'en est servie comme quelque chose, on va dire, elle a compris que c'était salvateur pour moi et que ça me permettrait de m'accrocher et que c'était quelque chose qui me passionnait et qui m'obligerait à prendre du poids. Et en tout cas, c'est vrai que ça, petit à petit, au fil des mois, ça a fonctionné. Et je me suis accrochée justement à l'idée de me dire, il faut que je grossisse pour avoir le droit de faire du sport.
Mais c'est justement intéressant ce que tu dis parce que je pense que l'athlétisme fait partie des sports, notamment sur les courses de demi-fond et de fond, qui peuvent être très touchés par ces problématiques-là, les problématiques d'anorexie, de troubles compulsifs alimentaires, comme peut l'être la gymnastique, où il y a une sorte de rapport au corps, je veux dire, qui à un moment peut devenir malsain. Et il y a une sorte de culte vraiment de l'athlète, on va dire fin, voire maigre. Et il faut, j'espère que notamment ton témoignage permettra de sortir de ces schémas-là. On en parlait encore dernièrement avec Guillaume. Hein. Quand on regarde le marathon de Paris, il y a tous les gabarits. Donc, faut arrêter de se dire que si on veut être performant, il faut être maigre concrètement, parce que en plus, comme tu le dis, des mots dits à une adolescente ou à une jeune femme en construction, du style tu devrais perdre un peu, on ne sait pas forcément l'impact que ça peut avoir. Donc, j'espère que ça permettra une prise de conscience. J'espère aussi, Fred, car malheureusement, c'est quelque chose qui revient souvent, cette obsession du poids dans la course à pied, et particulièrement pour ceux qui font de la compétition. Et d'ailleurs, on a reçu il y a quelques jours un témoignage d'une auditrice, je vais en parler parce qu'on est pile dans le sujet. Elle nous a écrit pour nous dire qu'elle était ravie parce qu'elle avait battu son record aux 10 km de Sénart, je crois, il y a quelques jours. Et une personne qui est un ami à elle, visiblement qui est aussi entraîneur, donc lui propose de la coacher ou de lui donner des plans d'entraînement et tout de suite lui dit si tu veux perdre du poids, je peux aussi t'aider. Alors que pour elle, tout est normal, elle n'a absolument pas besoin de perdre de poids et elle a vécu ça un peu comme une attaque, même si c'était bienveillant de sa part, elle n'a pas compris pourquoi à ce moment-là, on lui proposait de perdre du poids. Et d'ailleurs, moi je ne suis pas surpris parce que je crois qu'il y a une étude ou une statistique qui est sortie il y a quelques temps qui dit que 14% des coureurs souffrent de troubles alimentaires. Je crois que c'est ça, Fred. Hein. C'est exactement ça, c'est hommes et femmes, et si on isole les femmes spécifiquement, ça dépasse les 30%. Donc ce sont des réelles problématiques. Et je suis sûr que si on avait poussé l'étude plus loin sur les courses de fond et la gymnastique, on serait sur des chiffres bien plus élevés. Bien plus élevés, ça c'est sûr. Et du coup, Fred, moi je vais te poser une question. Puisque tu es entraîneur diplômé, entraîneur fédéral, comment est-ce que la Fédération française d'athlétisme vous accompagne sur ces questions des troubles alimentaires? Est-ce que tu es formé pour pouvoir faire de la prévention sur ces questions-là? Comment est-ce que la fédération, elle t'accompagne? Est-ce que tu es sensibilisé à ça en fait? Alors, je veux choquer et alarmer personne, mais on n'est pas du tout formé à ça, très concrètement. En tout cas, moi, à l'époque où j'ai passé mes diplômes, hein, ça fait un petit moment, il y a 30 ans non plus, mais j'ai commencé à passer mes diplômes il y a une quinzaine d'années et j'ai fini totalement les différents niveaux de les passer il y a 10 ans. Je n'ai jamais eu aucune information à ce sujet-là. J'ai juste eu une fois une formatrice qui était une femme d'ailleurs et qui nous a dit faites attention aux mots que vous dites pas à une jeune fille, excusez-moi pour le terme, mais elle l'a dit tel quel, bouge ton gros cul parce que ça peut avoir des impacts derrière. Mais c'est la seule chose qu'on a eue. Il me semble que maintenant il commence à y avoir une prise de conscience sur ces sujets-là, mais très concrètement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses, surtout quand je vois les pelotons féminins, cadets, juniors et l'évolution de certaines athlètes. Je suis pas certain qu'il y ait une réelle prévention de la question à l'heure actuelle. Je suis bien d'accord. Et je suis d'accord aussi, et malheureusement, Fred, t'as raison, il suffit d'aller sur les départs des crosses ou des meetings sur piste pour se rendre compte de la maigreur de certaines athlètes et de certains athlètes, et particulièrement dans les catégories jeunes. Et quelque part, c'est énervant de voir que malheureusement, les clubs ou la fédération n'a pas vraiment pris le sujet en main, ou en tout cas pas suffisamment. Je sais pas, toi Marine, ça te met pas en colère de savoir que finalement, on pourrait beaucoup mieux accompagner et aider certains athlètes qui souffrent de troubles alimentaires? En colère, c'est peut-être pas le mot, mais je dirais justement, et je pense qu'on l'a très bien dit, c'est qu'il y a un manque de connaissances en fait. C'est ça, c'est une maladie qui est extrêmement taboue et qui fait peur et dont on n'a pas envie de parler en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui font l'autruche et qui se disent je vais rien voir. Il y a des entraîneurs qui se disent je préfère fermer les yeux, et je pense que même même au niveau de la FFA, la FF3, même on peut parler de la gym, on peut l'ouvrir à la danse. Je pense que c'est aussi une manière de fermer les yeux et de dire c'est pas grave, en tant que mon athlète, elle court. Après, c'est vrai que je pense tout doucement que ça peut évoluer et que ça commence peut-être à évoluer, mais il y a encore énormément de travail, ça c'est sûr. Ouais, il y a en effet encore beaucoup de travail, et du coup, si des entraîneurs nous écoutent ou des athlètes, soyez vigilants. Et du coup, pour revenir
on va dire, au sport, parce que tu nous as très clairement expliqué, donc voilà, que des façons, quand tu es sorti de l'hôpital, tu n'étais pas encore en condition pour vraiment refaire du sport de manière un peu intensive, compétitive, et que les choses se sont faites petit à petit. Combien de temps a été nécessaire pour que tu puisses à nouveau être compétitive, si on peut le dire, on peut le dire en ces termes-là? À peu près en termes de date, je pense que je suis sortie de l'hôpital donc en décembre et j'ai dû reprendre l'année suivante en septembre, à peu près l'athlétisme en club et donc du coup pour le coup les compétitions. Donc il m'a fallu, oui, bien 8 mois, 8 9 mois. Et à cet instant, quelle relation tu entretenais avec ta pratique sportive? Tu courais parce que ça te donnait du plaisir et pour te sentir bien, ou c'était plutôt pour perdre du poids? Tu sais que malheureusement, il peut y avoir des dérives avec le sport. Je pense que ça a été une étape qui, avec du recul, a été peut-être obligatoire pour m'en sortir. Mais c'est vrai que j'ai commencé doucement à avoir un rapport qui n'était pas forcément sain. Donc je sentais bien que si on me l'enlevait, j'étais quand même toujours avec cette limite à pas non plus rechuter, mais je n'étais jamais très loin en fait. Je sentais que c'était toujours, ça me collait à la peau. Et qu'effectivement, je culpabilisais si je loupais une séance, je me mettais à pleurer si on m'interdisait d'aller à l'entraînement. Donc c'est vrai que oui, j'ai commencé à tomber un peu dans une forme de bigorexie et d'obsession de toujours devoir m'entraîner pour manger, pour accepter de manger. Donc c'est vrai que, et puis le fait d'aller en STAPS n'a pas forcément peut-être aidé. À la fois, ça m'a aidé parce que je me suis dit, bah, je vais m'accrocher à ça, je vais m'accrocher à mon rêve d'aller en STAPS et de faire des études dans le sport, un milieu qui me passionnait. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça m'obligeait à m'entraîner. On faisait des sports différents tous les jours. Donc, je suis tombée un peu dans un cercle vicieux du j'accepte de manger, mais d'un côté, c'est pas grave parce que je fais du sport tous les jours. En fait, tu as glissé de l'anorexie vers la bigorexie. Tu t'autorisais à manger, mais la contrepartie que tu t'imposais, c'était du sport, du sport, du sport. Exactement. C'était un autre vice. J'ai quitté une obsession pour tomber dans une autre. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est à partir de quel moment tu as réussi à inverser ton rapport au sport, hein. On le voit. Alors avant ton hospitalisation, c'était vraiment je fais du sport pour maigrir et être encore plus maigre. On le voit dans ce que tu nous dis, même en sortant, bah, le sport te permettait une certaine régulation de ton poids C'est et ça. donc ça te servait. Mais à quel moment, du coup, tu es passé dans un autre rapport où le sport bah, devenait quelque chose que tu vivais pour ce qu'il était lui-même et pas ce qu'il changeait dans ton apparence ou dans l'image que tu avais de toi-même? Je pense que je le dois beaucoup aux autres. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai eu un rapport au corps qui était donc j'ai eu un rapport au sport qui était assez personnel. C'est-à-dire que je voyais le sport comme quelque chose d'individuel. Donc l'athlétisme en faisait partie. Et je le faisais vraiment juste, comme on l'a dit, pour changer mon apparence. Et ce qui m'a fait changer tout doucement déjà, c'est le fait de vieillir, d'accepter qu'il fallait peut-être que je passe par une phase comme celle-ci pour évoluer et pour apprendre de mes erreurs. Comme on dit, c'est en tombant qu'on apprend à se relever. Et, euh, et ce qui m'a pas mal aidé, c'est le fait de commencer à partager ma pratique sportive. C'est-à-dire que déjà, avoir été en club, ça a été, je pense, bénéfique de comprendre qu'à la fois c'était un sport individuel, mais qui était aussi collectif. Quand on allait à des meetings ensemble, aux interclubs, je voyais qu'en fait, il y avait ce côté équipe et j'aimais m'entraîner avec les autres. Et je pense que le fait d'avoir partagé ma pratique sportive, ça m'a fait comprendre que le sport, c'était pas juste quelque chose qui me permettait de me détruire, c'était aussi un moyen de partager avec les autres, de partager avec les gens, d'échanger, de passer des bons moments. Et doucement, je pense que j'ai basculé dans le triathlon. Donc c'était en 2017, ouais. Et là, j'ai vraiment découvert un sport je pense, qui a été comme une révélation. J'ai compris que, ben oui, j'étais très mince pour courir, ça me permettait d'être rapide. Mais quand j'ai commencé à monter sur un vélo et qu'avec mes toutes petites cuisses, j'arrivais pas à avancer, j'ai compris qu'il allait peut-être falloir que je passe un cap. C'est-à-dire que le triathlon m'a permis vraiment de prendre du poids et de me dire je prends du poids pour être performante. J'étais plus dans il faut que je sois le plus mince possible pour être le plus rapide. C'était plutôt il fallait que je sois il fallait que je prenne du muscle, enfin ça m'apportait quelque chose en fait. J'étais fière de pouvoir pousser sur mon vélo, de pouvoir aller nager pendant plusieurs heures. Enfin je sentais que cette fois-ci je prenais du poids vraiment pour être bien, pour être meilleure et je partageais ça en fait. Je pense que le côté club m'a beaucoup aidée. Alors, d'ailleurs, hein, je reviendrai sur on va dire l'importance du triathlon dans ce changement de ton rapport au sport, hein. Je vais juste citer une phrase que tu dis dans ton ouvrage et que je trouve symbolise très bien ce que tu viens de nous dire. Alors, j'ouvre les guillemets. Je ne pourrais pas dire que j'ai pris du poids pour le triathlon. Je dirais que c'est le triathlon qui m'a fait prendre du poids et changer physiquement. C'est lui qui m'a donné les armes.
Donc, ce que je trouve très fort dans cet extrait, c'est que on voit vraiment toute la symbolique du changement du rapport au sport. C'est le sport qui, à un moment, t'a aidé presque à creuser ta tombe. Et paradoxalement, c'est aussi le sport qui t'a permis d'en sortir. Et franchement, c'est un peu comme le docteur et Jekyll et Mr. Hyde. Le sport a eu cette double dimension dans ta vie. C'est ça. D'un outil pour me détruire, c'est devenu mon meilleur allié pour me reconstruire. Et finalement, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais commencé le sport pour perdre du poids, ou en tout cas en prendre le moins possible. Et puis, au fur et à mesure de ta pratique, tu as découvert que le sport pouvait t'apporter autre chose, d'autres vertus. Et donc, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus, cette pratique sportive ? Je pense que c'était la chose qui m'apportait le plus d'équilibre. C'est-à-dire que c'était l'endroit dans lequel je me retrouvais et je me sentais extrêmement vivante. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai voulu mourir. J'ai clairement voulu mourir. Et l'anorexie était une manière, on va dire comme une autre, d'aller vers ça. Et le sport, à l'inverse, me permettait de me sentir extrêmement vivante. C'est-à-dire que je sentais chacune des parties de mon corps, mes sensations. J'avais cette adrénaline, en fait, à laquelle je m'accrochais et qui me portait, en fait. C'est-à-dire que la sensation après l'entraînement, la sensation que je pouvais ressentir quand je courais, la liberté, c'était quelque chose qui me faisait du bien, en fait, qui m'apportait quelque chose. Et je me suis accrochée à ça pendant plusieurs années, au point que je me rende compte qu'effectivement, le sport, je ne le faisais plus que pour du plaisir et non plus pour me détruire, comme on l'a dit, avec une dimension calorique et rapport au corps. Et sur la confiance en toi, j'imagine que ça a dû t'apporter énormément. Par exemple, il y a quelques années encore, est-ce que tu te serais cru capable de courir un marathon ou encore faire un triathlon ? Je dis souvent que en fait, notre corps est un peu comme une voiture. C'est-à-dire que si on ne met pas d'essence dans la voiture, elle n'avance pas. Et le triathlon comme l'athlétisme m'ont permis de comprendre que mon corps était une très belle machine, qui était habité d'une énergie, on va dire, folle, et qu'il fallait effectivement que je me teste pour voir de quoi il était capable. Et ça a été progressif, c'est-à-dire que ça a été de mes premiers championnats de France, ensuite à mon premier triathlon, qui était un triathlon M, où là j'ai compris, pour moi, jamais j'aurais pensé pouvoir enchaîner de la natation, du vélo et de la course à pied. Et ça m'a apporté, oui, une certaine fierté. Et je pense que ça m'a donné confiance aussi. Enfin, ça m'a donné confiance en mes capacités à pouvoir faire les choses, à me dire que je suis capable de faire encore plus que ce que les gens peuvent imaginer. Pendant des années, on m'a dit, et j'ai fondé tout ce que je faisais dans ma vie sur le fait de donner tort aux gens. On m'a toujours dit, tu n'iras jamais en STAPS, tu finiras jamais de marathon, tu feras jamais de triathlon, tu ne réussiras à rien dans la vie. Et c'est vrai que même le fait de finir un triathlon, de finir mon premier marathon, ça a toujours été une manière de dire, voyez ce que mon corps est capable de faire. Je l'ai fait souffrir, mais aujourd'hui, il me permet de faire des choses incroyables, de passer des lignes d'arrivée. Et c'est vrai que c'est à ça que je me suis accrochée, c'est cette confiance que ça me donne et c'est incroyable. En fait, tu t'en es servi comme une source de motivation finalement. Tu voulais montrer aux gens de quoi tu étais capable, tu voulais leur prouver qu'ils avaient tort de te sous-estimer. En fait, ça a été moteur pour toi. Ça a été un énorme moteur toute ma vie. Je dirais que j'ai toujours eu envie d'aller là où on ne m'attendait pas et de faire ce qu'on pensait incapable de faire. Mais c'est de la pression aussi. C'est vrai que c'est une excellente source de motivation, mais sur du long terme, je ne sais pas si c'est jouable. Je pense qu'il faut quand même être poussé par la gratitude, par l'amour et ces sentiments un peu revanchards. C'est un bon point de départ, mais à mon avis, il faut faire la transition à un moment donné. Il faut faire les choses pour soi parce que tu laisses beaucoup d'énergie à vouloir montrer aux gens, à vouloir te battre contre eux et leur montrer tes capacités. Je pense, mais je sais que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup en psychologie inversée, c'est-à-dire que je vois mon deuxième marathon il y a encore un mois. Mon entraîneur me disait, tu feras pas moins de 3h45, et ça m'a donné envie d'aller faire 3h41. Donc je pense qu'il a très bien compris que je fonctionnais comme ça. Mais c'est sûr que moi, c'est mon caractère. C'est-à-dire qu'il faut en fait qu'on me titille pour que j'y aille. C'est-à-dire que oui, qu'on me dise tu vas pas y arriver, et je pense que c'est ce qui va me motiver justement à foncer dedans. Et à l'heure actuelle, tu fonctionnes donc toujours de cette manière, un peu en réaction, où tu as quand même à un moment dépassé la simple réaction et te dire, je ne vais pas passer, entre guillemets, une vie à juste donner tort aux gens, mais aussi un moment à me donner raison à moi-même. C'est exactement ça. Je pense qu'il m'aura fallu pendant 5 ans passer par toutes ces étapes où j'allais donner tort aux gens pour comprendre, je dirais depuis 1 ou 2 ans, qu'effectivement, je faisais pas les choses pour les autres, mais que je les faisais avant tout pour moi et que ma reconstruction, je la devais pas aux autres, je la devais juste à moi-même. Les autres ont juste été simplement, on va dire, les clés qui m'ont permis d'ouvrir la porte, mais c'était à moi de pousser la porte toute seule. Donc d'un autre côté, aujourd'hui, je sais que il
Il m'aurait fallu du temps pour comprendre, oui, que je ne fais plus les choses pour les autres et que le regard des autres aussi ne m'importe plus. C'est-à-dire que j'ai réussi à me blinder et à me dire, je fais un marathon pour moi. Alors même si mon entraîneur me titille toujours un petit peu, mais tout ce que je fais au quotidien, maintenant, je sais que je le fais uniquement pour moi, pour mes ambitions et pour les choses que j'ai envie de réaliser dans ma vie et pas pour les autres. Et ça, finalement, c'est peut-être dû à la confiance en toi que tu as créée et cette capacité maintenant à faire abstraction du regard des autres et à finalement te moquer de ce que les autres pensent, quoi. C'est parce que maintenant, tu as une réserve de confiance en toi que tu as acquis par le sport ou peut-être par autre chose, c'est toi qui vas nous le dire, mais suffisante maintenant pour finalement être blindé et avancer bien en tête, quoi. Le mot confiance en moi, c'est pas forcément peut-être le mot qui me décrirait le plus. C'est-à-dire que je considère que l'humain a toujours ses sensibilités. Et même encore aujourd'hui, si on appuie sur mon talon d'Achille, entre guillemets, qui est l'anorexie ou mes troubles du comportement alimentaire, on me fera toujours mal. Mais c'est vrai que mes expériences personnelles et toutes les choses que j'ai pu vivre m'ont servi, on va dire, effectivement, m'ont blindé. Et puis après, je peux ajouter à cela le mental qu'on acquiert au travers de la pratique sportive. Me dire que pendant un Alpha Ironman, on se retrouve pendant 6 heures, 7 heures, tout seul dans sa tête. Et c'est vrai que ça m'a aussi appris à me dire, je suis capable en fait. Donc oui, je pense que j'ai quand même, malgré tout, acquis une certaine confiance en moi au fil du temps. Et tu te vois aujourd'hui ne plus faire de sport? Tu t'imaginerais un peu ça? Est-ce que tu penses ou c'est quelque chose que tu n'envisages pas? Eh bien justement, j'ai eu une prise de conscience comme ça l'année dernière après m'être blessée après mon premier marathon, où j'ai dû arrêter complètement presque 4 mois à cause d'un problème au genou. Et ça a été, on va dire, la première fois que je me blessais réellement après mon anorexie. Et c'est vrai que tous mes proches ont tout de suite sonné l'alarme en disant « attention ». Et en fait, étonnamment, et c'est comme ça que j'ai eu une énorme prise de conscience l'été dernier, il s'est rien passé. C'est-à-dire que, au contraire, j'ai compris, par exemple, que toutes ces soirées que je passais à l'entraînement, ça me libérait du temps pour sortir boire des verres avec mes amis. Donc au final, je me suis dit peut-être que si c'était arrivé peut-être 2-3 ans plus tôt, j'aurais chuté. Et là, je me suis dit, ça me prouve qu'en fait, je suis aussi capable de vivre sans le sport et que le sport aujourd'hui est vraiment ma passion, quelque chose de supplémentaire à ma vie, mais que c'est pas toute ma vie non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai aucun problème à switcher un entraînement pour aller dîner avec des amis si on me le propose. Et ça fait peut-être qu'1 an et demi que je suis tombée dans ce côté que j'aime bien dire bon vivant, où j'aime aujourd'hui avoir un certain équilibre entre ma vie sociale, ma vie sportive et me dire si jamais je devais laisser un peu le sport de côté, c'est pas grave, il n'y a pas que ça dans la vie. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que justement on avait évoqué, comme je disais tout à l'heure, la question de la bigorexie avec Guillaume, le regard des autres est souvent un des moteurs essentiels dans ce type de mécanisme. Et je vois quand je t'écoute, j'ai l'impression que je fais un parallèle entre le moment où tu t'es dit maintenant je suis plus en réaction par rapport aux autres et je le fais avant tout par mon plaisir, et le fait d'accepter que le sport n'était pas non plus le centre absolu de ta vie, même s'il reste important évidemment, et de te dire tiens, un entraînement saute, ça me laisse du temps pour autre chose. Est-ce que c'est réellement un peu concomitant, ces deux évolutions? Oui, je pense. Et puis je pense que ce qui a été aussi important pour moi, ça a été mes rencontres. C'est-à-dire qu'on dit souvent que les autres nous aident aussi à voir ce qu'on n'est pas capable de voir tout seul. Et moi, je sais qu'en rencontrant des groupes, en faisant d'autres, en rencontrant d'autres personnes, en ayant de nouvelles relations amoureuses, sociales, ça m'a permis aussi de prendre conscience qu'effectivement, il n'y a pas que le sport dans la vie et que ces personnes m'ont permis aussi de lâcher prise. Et je pense que c'est le mot que je retiendrai le plus, c'est le lâcher prise. Oui, le sport fait partie de ma vie, mais non plus pas à 100% aujourd'hui. Et c'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un me dit « Oh, tu t'es pas entraîné hier soir ?» je lui réponds « non, j'ai passé un très bon moment avec mes amis, c'est pas grave. » C'est plein de bon sens ce que tu dis, ça fait très plaisir à entendre et on devrait tous se l'appliquer et quand je dis ça, je m'inclus dedans parce que c'est vrai que il faut savoir aussi, même si bien sûr il faut rester discipliné quand on prépare quelque chose, c'est pas nous qui allons dire le contraire, mais il faut pas tout sacrifier ou en tout cas avoir un temps pour ses objectifs et un temps pour soi. Et pas être 365 jours focus dans l'année parce que sinon on passe quand même à côté de plein de choses. C'est souvent ce que je dis, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on finit par regarder après toutes les choses qu'on a loupées. Et moi, je considère avoir déjà loupé mon enfance et être passé à côté de mon adolescence et peut-être des meilleures années de ma vie. Mais je les rattrape très bien aujourd'hui d'ailleurs. Mais pour être honnête, je pense aussi que ce qui fonctionne chez quelqu'un ne fonctionne pas chez quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai réellement vu, je vais parler performance,
parce qu'on parlait du coup du côté être sérieux sur une préparation, mais savoir aussi de temps en temps lâcher prise. Moi, j'ai aussi compris pendant des années justement cet aspect bigorexie où je faisais n'importe quoi, pour être honnête. Je mangeais très sainement, je m'entraînais beaucoup trop. Au final, je faisais régulièrement des contre-performances parce que j'étais épuisée et je me faisais des fractures de fatigue. J'en pouvais plus, mon corps me disait stop. Alors qu'aujourd'hui, à l'inverse, il m'aura fallu, on va dire, 5 ans pour faire mon record au marathon en ayant bu 4 jours avant parce que il y avait la soirée de lancement de mon livre. Alors qu'avant, jamais j'aurais accepté d'avoir un écart à quelques jours d'un marathon. Et j'ai compris que ce qui fonctionnait chez moi, justement, c'était ce côté où j'avais trouvé mon équilibre. J'acceptais que je n'étais pas parfaite, que ça m'arrivait d'aller au restaurant pendant ma prépa, de boire des coups, que je faisais tout de même attention, mais que ce côté, justement, ces petits moments de vie, c'est ce qui me permettait d'être heureuse le jour J sur la course en me disant, je ne suis pas non plus passée à côté de ma vie, en fait. C'est évident, hein, quand on veut en faire trop, souvent on ne se rend pas service. Marine, si maintenant on veut prendre un peu de recul sur tout ce que tu as traversé, et quand je dis tout ce que tu as traversé, j'inclus vraiment le harcèlement scolaire, la relation compliquée que tu as avec ton père, les relations toxiques amoureuses, et évidemment l'anorexie. Comment tu gères tout ça? Est-ce que finalement tu mets ça derrière toi, tu fermes la porte à double tour et tu veux plus en parler? Ou finalement tu te dis, il y a peut-être des enseignements à tirer ou des forces à exploiter? Pendant longtemps, j'ai voulu l'enterrer, me dire que c'était passé, et puis j'ai fini par comprendre que je pouvais pas dire je suis guérie, et je le dis d'ailleurs, je ne guérirai jamais de l'anorexie totalement. Je le disais tout à l'heure, c'est un peu comme mon talon d'Achille. C'est-à-dire que mon histoire, mon père, le harcèlement scolaire, mon anorexie, c'est des choses qui font toujours partie de moi, mais une toute petite partie de moi. C'est-à-dire que ça ne m'empêchera pas de vivre, ça n'influera plus sur mes relations, sur mon quotidien, sur ma vie professionnelle, sur ma vie personnelle. Mais ça m'a permis aussi de comprendre aussi que j'étais capable de faire des choses, de très belles choses. Ça m'a servi de force, c'est-à-dire que ça m'a forgé. Ça m'a permis de comprendre qu'on avait aussi nos limites et qu'il fallait les accepter, mais que ces limites-là nous permettaient de voir la vie différemment. Peut-être qu'aujourd'hui, je profite peut-être davantage. Je me dis qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut savoir en profiter au quotidien. Donc ça m'a vraiment, oui, je pense, donné une certaine rage de vivre. Je dis souvent, je dis d'ailleurs tout le temps, j'ai faim de vie. J'ai faim de vie dans le sens où j'ai des années à rattraper et je ferai tout pour les rattraper. Et est-ce que tu penses finalement que ça a pu te donner un avantage mental que les autres n'ont pas? Je m'explique. Quand on passe par tout ce que tu as traversé, forcément, mécaniquement, on acquiert une certaine maturité, une certaine expérience et peut-être un avantage d'un point de vue mental, évidemment. Je ne suis pas forcément d'accord avec le côté avantage. Je considère qu'on n'a pas besoin de vivre le pire pour savourer le meilleur et pour être le meilleur. C'est plus le côté où effectivement peut-être que pendant une course, je vais avoir cette dimension où je vais penser des fois à tout ce que j'ai vécu et je pense par exemple à la ligne d'arrivée d'un marathon ou à la fin d'un Alpha Ironman où mon corps me dit stop, j'en peux plus et dans ma tête je me dis mais après tout ce que tu as vécu, c'est quoi les 2 kilomètres qui te restent? Et je pense que oui, effectivement, ça me sert d'accroche pour me dire après tout ce que tu as fait, après tout ce que tu as enduré, ce que tu es en train de faire, c'est rien. C'est-à-dire que tu es capable de faire bien plus. Donc oui, ça me sert quand même aujourd'hui pour aller chercher dans mes limites à me dire bah, tu peux le faire en fait. Tu as vécu bien pire. C'est un réservoir de motivation en fait, c'est ça? Exactement. Ok, et puis aussi, finalement maintenant, tu fais des études pour être préparatrice mentale. Là, on va pas se mentir, il y a forcément un lien avec ton histoire personnelle. C'est exactement ça. Comme diraient certains, il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est une évidence, ça choque personne. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai voulu faire plein d'autres choses. Je voulais être prof de PS. Bon, je restais toujours quand même dans le côté, la dynamique du sport. Mais j'ai fini plus tard par comprendre en fait ce que j'aimais, c'était d'aider les gens. C'était de dire à des gens ce que moi j'aurais aimé entendre, de faire ce que j'aurais aimé recevoir, et que c'était effectivement une évidence en fait de travailler dans le côté psychologique et mental du sport. Ce qui moi en tout cas, ce qui me connaît et ce qui me parle très bien, parce que moi ça m'a aidé et ça m'a aidé à me reconstruire. Et je me dis peut-être qu'avec mes expériences, je peux toucher les gens pour toute forme d'histoire, pour toute forme de maladie, ou même des gens qui souffrent pas forcément d'une maladie en particulier, mais pour leur faire prendre conscience. Pour moi, le coaching mental, c'est faire prendre conscience aux gens des capacités qu'ils ont. Je pense qu'on va rien changer chez eux, mais on va juste mettre en lumière ce qu'ils ont déjà en eux. Et je pense peut-être qu'avec mes expériences, je peux réussir à le faire plus ou moins. Mais déjà, est-ce que on parlait de ton activité sur les réseaux sociaux, que tu vis plus comme un hobby que vraiment déjà une activité. Est-ce que déjà tu es pas dans cette démarche d'aider les autres et de leur permettre de révéler
tout leur potentiel en les encourageant, en témoignant? Je dirais que pendant des années, j'ai fondé effectivement mes réseaux sur ça. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que je me sens pas forcément à l'aise avec, par exemple, le terme influenceur ou même avec ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux. Parce que j'ai jamais vraiment été dans ce dynamique-là. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été plutôt effectivement dans le côté où j'ai toujours vu mon compte comme un moyen d'aider les gens. Je n'avais pas d'intérêt personnellement, moi, à poster des photos. C'était surtout en me disant si mon histoire peut inspirer des gens, peut donner envie aux gens. Et je pense que j'avais compris ça le jour où une maman était venue me voir, m'avait reconnue dans un centre commercial et s'était mise à pleurer en me voyant. Et j'étais avec ma mère. Et elle m'a dit, vous avez sauvé la vie de ma fille. Et avec ma mère, on s'est regardé. Et c'est là qu'on a pris conscience de l'impact de notre histoire. Parce que je dis notre histoire parce que c'est le cas. Ma mère a fait partie de mon histoire à 3000%. Et on a compris qu'en fait, à travers nos vécus, ce qu'on racontait, j'ai compris pourquoi je devais continuer à le faire. C'est-à-dire que je devais continuer à le faire pour donner de l'espoir aux gens. Pour leur dire qu'on peut avoir vécu des choses compliquées dans notre vie, peu importe ce qu'elles sont, et on peut totalement retrouver une vie normale et aller très bien. Et ça, c'est ce que je continue tous les jours à faire. C'est donner envie aux gens aussi de comprendre que la vie a une valeur inestimable. Et d'ailleurs, à cela, je fais référence à la citation d'Oscar Wilde qui dit « Vivre est la chose la plus rare au monde, la plupart des gens se contentent d'exister ». Et moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens. Ton témoignage est vraiment très intéressant, Marine, et finalement, ça confirme ce que je pense, c'est-à-dire que on mesure pas l'impact que peut avoir ton contenu, ton message sur les gens et le bien que ça peut leur apporter. Et c'est facile finalement d'aller sur un réseau social, de regarder 2-3 photos et voilà, d'avoir un jugement sur la personne ou d'avoir une opinion, alors que finalement on la connaît pas et on maîtrise pas son message et ce qu'elle véhicule. Donc voilà, toujours être bienveillant et prendre le temps de bien connaître une personne, un compte, avant d'avoir une opinion sur ça. Voilà. C'est sûr. Le temps passe vite et tu sais, il y a des questions qu'on aime bien poser à la fin de chacune de nos interviews. Et il y en a une qui me tient particulièrement à cœur. Si tu pouvais revenir 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu dirais à la petite Marine de 12-13 ans? Je pense que je lui dirais que sa vie ne doit pas dépendre des chiffres, ne doit pas dépendre des autres et qu'elle doit avant tout dépendre de moi et qu'il est temps de vivre ma vie de jeune fille, de petite fille, sans toujours faire attention à ce que les autres pensent de moi, d'elle. Très bien. Et dis-moi, est-ce qu'il y a une citation, un livre, un film peut-être, qui t'inspire et que tu aimes bien revoir, relire dans les moments difficiles? Je pense par exemple au film The Greatest Showman, la comédie musicale, qui parle de personnes qu'on appelle des monstres, entre guillemets, des monstruosités. Et le film, enfin la comédie musicale leur dit la beauté est dans l'imperfection. Et en fait, j'aime bien le côté où on dit aux gens, c'est pas parce que vous êtes, enfin la différence dérange, mais c'est pas parce que vous êtes différent que vous n'êtes pas ce que vous êtes unique et qu'on peut pas vous apprécier. Et j'aime beaucoup ce côté justement où on dit, tu peux être différent, mais on peut t'aimer quand même. Okay. C'est quel film? Tu peux nous redire parce que j'ai pas bien compris le titre. The Greatest Showman. Ok. Avec Hugh Jackman notamment. Et c'est un super film. Ça, j'aime beaucoup ce film. Alors, c'est pas pour encenser Marie, et je confirme totalement ses propos. C'est un film fabuleux. Et ben je le connais pas et donc je me ferai un plaisir d'aller le voir et voilà. Et puis je vous fais confiance. Hein, vous avez l'air de deux personnes très bien. Donc je suis sûr que ça va le faire. Écoute, super Fred. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Alors moi. Rajouter, je sais pas, mais si quand même. Déjà remercier vraiment Marine pour l'échange qu'on a eu, son témoignage et moi merci à vous, oui. Et vraiment inviter les personnes qui nous ont écoutés à lire son livre, hein, vraiment parce qu'on y apprend beaucoup de choses et on comprend un certain nombre de choses sur ces mécanismes dont elle l'expliquait très bien. Des gens à l'extérieur disent mais arrête de nous embêter, mange et tout va être réglé. C'est pas aussi simple que ça. Et je retiendrai une phrase que je vais citer. Hein, je te cite pour la deuxième fois Marine, qui pour moi démontre toute sa force de caractère et qui est sincèrement admirable. Donc j'ouvre les guillemets. Ça ne tient pas du miracle ni du hasard, simplement d'une volonté nourrie à la source de l'espoir.
Voilà. Et cette phrase, je pense, moi, de ce que j'ai compris, hein, je connais pas personnellement Marine, mais elle représente Énormément. tout son combat et l'espoir. Voilà, c'est ce qui nourrit et c'est ce qui a nourri sa marche vers la lumière et qui fait qu'elle est là aujourd'hui et qu'elle peut témoigner et avoir une vie épanouie et remplie. Je partage pleinement la conclusion qu'a fait Fred, ça a été un vrai plaisir. Ça a été un réel plaisir partagé en tout cas. Mais vraiment, ça a été un chouette moment d'échanger avec toi. Et tu sais, avec Fred, le message qu'on a envie de délivrer à travers ce podcast, c'est de quelle manière le sport peut avoir un impact sur nos vies, au-delà même de la simple pratique sportive, quel bienfait ça peut nous apporter dans notre quotidien, dans notre famille, dans nos travails. Et je pense que l'échange qu'on a eu avec toi, finalement, il est assez fidèle à ce qu'on veut véhiculer. Donc, merci. Mais merci à vous. C'est vrai qu'à la fin, vous allez finir par m'émouvoir en citant. Non, mais ça me fait vraiment plaisir. C'était un très bel échange. Ah, mais nous aussi, on va être triste de te quitter, Marine. Et vraiment, tu parles très bien du sport. Tu es une excellente ambassadrice de cette discipline. Donc, surtout, garde toute cette émotion. Et on te dit à bientôt. Je vous remercie. bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Et voilà, on espère que cette interview vous a plu autant qu'à nous. N'hésitez pas à nous partager vos impressions, vos retours et vos feedbacks sur nos réseaux sociaux. Et aussi, vous pouvez retrouver le livre de Marine, Ma victoire contre l'anorexie aux éditions Amphara, sur notre site internet www.danslateteduncoureur.fr. Et maintenant, on vous donne rendez-vous avec Fred le samedi 1er juin prochain pour une émission, cette fois-ci spéciale, puisqu'on va parler d'entraînement, de désentraînement et surtout comment on peut optimiser tout ça. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous le samedi 1er juin. À bientôt.